Merci d'être présent à ce webinaire qui porte sur la stratégie québécoise des sciences de la vie. Webinaire organisé co-organisé par Bio-Québec et Montréal Vivo. Je suis Benoît Larose, le PDG de Bio-Québec, puis ça me fait plaisir donc d'introduire cet événement ce matin. Le webinaire ce matin va être enregistré. Il va être disponible sur notre chaîne YouTube chez Bio-Québec. Et donc, nous aurons deux présentateurs ce matin. Et nous allons accueillir des questions à travers la fonctionnalité Q&R, enfin question-réponse en français, Q&A en anglais, j'imagine. Donc, vous pouvez poser vos questions à l'aide de cette fonction-là. Donc, la période de questions sera animée à la fin du webinaire par ma collègue Janine Burkham. Donc, vous pouvez évidemment réagir aussi aux questions qui sont posées, puis nous allons évidemment nous assurer que vous aurez des réponses, soit lors de la présentation ou suite à la présentation plutôt, mais nous ferons de notre mieux aussi pour répondre à toutes les questions ensuite par courriel, par suivi par courriel. On vous prierait de limiter vos questions au sujet de la SQSV, d'être le plus collé sur le sujet, évidemment. Et évidemment, on ne pourra pas répondre aux questions qui sont très spécifiques, par exemple, à vos dossiers en particulier. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, nous avons Vanessa Marsan, qui est directrice au développement, en fait, directrice sciences de la vie et technologie environnementale au MEIE, qui fera la première partie de la présentation. Vanessa est microbiologiste, travaillé dans le secteur en entreprise, et elle a aussi évidemment participé à l'élaboration de la stratégie québécoise des sciences de la vie et à la mise en œuvre de plusieurs mesures de soutien au secteur. Elle est accompagnée comme présentateur aussi ce matin par Yann Saint-Martin, qui est directeur de l'innovation au ministère de la Santé et des Services sociaux. Yann est CPA de formation, détenteur d'une maîtrise, puis il a développé son parcours professionnel à l'intersection de la gestion des technologies et de la transformation organisationnelle. J'aimerais souligner la présence aussi parmi nous de M. Pierre Tremblay, qui est directeur de la valorisation et de la protection des données au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, pour donner un aperçu de la SQSV qui s'articule autour de 4 grands objectifs: soutenir la croissance et le maintien des entreprises en sciences de la vie et technologies de la santé au Québec, stimuler l'innovation industrielle grâce à l'expertise québécoise, renforcer la production locale et faciliter l'accès au marché local tout en soutenant la diversification des marchés. Ben, j'inviterai donc Vanessa et Yann à livrer le contenu de la présentation. Mais auparavant, j'aimerais céder la parole à Stéphanie Doyle de Montréal Vivo pour vous souhaiter sa bienvenue. Bien, merci, Benoît. Bonjour tout le monde. Bon matin. Bien, quelques mots, je me présente, Stéphanie Doyle. Je suis la PDG de Montréal Vivo, qui est la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé. Donc, je voulais simplement vous saluer et vous souhaiter un excellent webinaire. Ben, merci Stéphanie. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Vanessa à nous livrer son contenu. Oui, bonjour. Je suis bien contente d'être parmi vous ce matin. Puis vous êtes en très, très grand nombre, là, donc c'est bien. On voit là, que la stratégie a attiré beaucoup de monde pour qu'on puisse vous la présenter. Donc, c'est très, très apprécié. Je vais partager une petite présentation avec vous. Donc, ça ne sera pas très long. Elle devrait apparaître. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est dans le fond, de vous présenter les grandes lignes de la stratégie qui a été annoncée le 4 décembre dernier. Donc, ça fait déjà quelques semaines. Puis, on a mon équipe, puis plusieurs autres équipes là, qui sont impliquées dans la mise en œuvre, bien, ont déjà avancé plusieurs des mesures. Donc, on a déjà des mises en œuvre là, qui sont lancées malgré le lancement récent de la stratégie. Donc, c'est quand même c'est très positif. Donc, je vais pouvoir vous faire un peu une mise à jour aussi, là, en plus là, des grandes lignes, là, des mesures qui ont été annoncées le 4 décembre dernier. C'est ça, dans le fond.
je voulais aussi, là, c'est ça, mentionner que mon équipe coordonne la stratégie québécoise des sciences de la vie dans la direction là, des sciences de la vie au ministère de l'Économie, mais c'est un travail qui est collaboratif avec plusieurs équipes là, au sein du ministère de l'Économie, particulièrement là, dans le secteur innovation, donc plusieurs collègues là, qui sont très impliqués. Et aussi là, au niveau là, du ministère de la Santé, plusieurs directions, dont celle de Yann et Pierre, là, qui sont très impliqués. C'est une stratégie qui a été lancée en collaboration ministère de l'Économie et ministère de la Santé. Donc, cette collaboration-là, elle est essentielle au succès là, des différentes mesures de la stratégie. Donc, je voulais vous le partager là, et d'où là, la présence de nos deux ministères là, aujourd'hui pour cette présentation. Comme Benoît le mentionnait, il y a des questions qui ont été envoyées d'avant. Je vais essayer, dans le meilleur du possible, d'y répondre à travers la présentation. Puis ceux qu'on n'aura pas eu la chance là, de répondre seront envoyés par la suite. La présentation aussi va être disponible, donc on va pouvoir vous faire suivre là, nos deux présentations. Donc, je voulais commencer par mentionner là, que le gouvernement du Québec là, supporte le secteur des sciences de la vie depuis déjà plusieurs années. La stratégie qui a été lancée en décembre dernier, c'est la troisième itération, la troisième mouture de la stratégie québécoise des sciences de la vie qui a été lancée en 2017. Donc, à travers là, les années, il y a eu des investissements qui sont importants dans le secteur de la part du gouvernement. On a une stratégie sectorielle sciences de la vie, mais il y a aussi des investissements qui sont faits à travers d'autres stratégies aussi, dont la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. Donc, quand on compile là, toutes les différentes stratégies et programmes mesures, c'est des investissements qui sont considérables dans le secteur. Dans le fond, c'est pas tous les secteurs là, qui bénéficient d'une stratégie sectorielle industrielle. Donc, le secteur des sciences de la vie, on est chanceux là, de pouvoir compter sur cette stratégie. Puis, dans le fond, pourquoi vouloir mettre en œuvre et faire une stratégie industrielle? Bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, bien, ça nous permet de coordonner des actions entre les différents acteurs là, de l'écosystème et des ministères aussi. Ça nous permet aussi d'avoir une vision qui est à plus long terme. Certaines mesures qui ont été lancées, là, je donne exemple Catalyst, le réseau d'évaluation et de l'innovation en santé, le bureau d'innovation, c'est des mesures qui ont été lancées en 2017 et ça prend plusieurs années là, avant de se déployer. Donc, dans le cadre de stratégie, ça nous permet justement d'avoir une vision à long terme pour des mesures qui sont pas qui ne pourraient pas être déployées en 1 ou 2 années là, pour avoir un impact qui est important. Ça nous permet aussi d'avoir une stratégie de nous positionner face à une compétition qui est quand même importante des différents pays. Là. En ce moment, on voit que plusieurs, depuis la pandémie, entre autres, là, plusieurs pays se dotent de stratégies, sont beaucoup plus agressifs là, dans leurs actions pour attirer des entreprises. Donc, c'est sûr que c'est important là, de pouvoir démontrer aussi l'appui au secteur, puis d'avoir justement là, une planification des différentes actions qui est coordonnée pour faire face à ce vent là, de concurrence qui vient de d'autres pays et aussi de d'autres provinces, entre autres. Bien, ça apporte aussi un soutien supplémentaire financier, donc qui est dédié au secteur. Puis, ça démontre là, pour l'écosystème là, que le gouvernement du Québec, c'est un secteur qui est stratégique, qui est important. J'aimerais aussi mentionner qu'on est très chanceux là, d'avoir pu obtenir ces budgets-là dans un contexte aussi qui est un contexte budgétaire qui est un peu plus complexe là, dans les derniers temps. Donc, c'est encore une preuve là, que ce secteur-là est vraiment d'importance pour le gouvernement. Dans la stratégie, on a mené là, dans l'élaboration des ateliers de consultation.
C'est sûr que, étant la troisième itération, on n'est pas parti d'une page blanche. On est parti avec la prémisse là, que certaines mesures, on souhaitait les évaluer puis savoir, bon, est-ce que ces mesures porteuses-là doivent être reconduites? Donc, il y avait aussi là, dans les consultations qui ont été menées cette considération-là, à savoir les mesures qui ont été mises en place précédemment, est-ce qu'on souhaite les reconduire? Il y en a plusieurs qui ont été justement reconduites. Il y en a aussi des nouvelles pour adresser là, des enjeux qui sont encore importants, comme entre autres l'accès aux capitaux, puis l'accès au marché, qui est deux défis là, qui se poursuivent au fil des années. Donc, on a souhaité aussi adresser plus précisément ces défis-là avec des nouvelles mesures. Donc, le secteur, c'est un secteur qui est stratégique, comme je mentionnais, qui mérite aussi d'être protégé là, face au contexte actuel. On a 750 entreprises, puis près de 40 000 emplois dans le secteur, donc c'est très important. Ces chiffres-là datent de 2022. On est en ce moment en train là, d'effectuer le recensement des entreprises là, au ministère de l'Économie. Vous avez probablement, certains d'entre vous avaient été sollicités, ou si vous ne l'avez pas été, le serez bientôt. Donc, on espère voir une croissance là, en termes de nombre d'entreprises et d'emplois pour le secteur. Mais c'est ça, les chiffres seront disponibles là, dans les prochains mois pour évaluer là, l'impact, entre autres, là, de la stratégie sur le secteur. J'aimerais aussi mentionner que cette stratégie-là on doit être flexible dans l'application de nos mesures parce que le contexte actuel est extrêmement changeant. Il y a beaucoup de choses qui se passent, là, comme je mentionnais, depuis la pandémie, beaucoup de compétitions de différents pays, donc on doit en prendre, aussi on doit le considérer dans nos actions. Il y a aussi plus récemment là, les différentes actions qui sont prises là, par le gouvernement américain, dont la clause de la nation la plus favorisée, les tarifs douaniers. Là, le 2 avril dernier, justement, les États-Unis ont signé là, une proclamation pour officialiser là, la mise en œuvre de tarifs sectoriels. Sur certains médicaments, on comprend que c'est les médicaments génériques, les biosimilaires, puis certains médicaments innovants seront exemptés, et aussi des entreprises là, qui ont signé des ententes d'investissement ou de prix là, avec les États-Unis. Donc, c'est sûr que ça reste un impact limité, mais tout de même, il faut que ce soit considéré. On a c'est ça, la volonté des États-Unis, c'est beaucoup là, de rapatrier les capacités manufacturières, puis de se voir octroyer là, des baisses de prix, entre autres. Là. Donc, on doit naviguer à travers ces différents défis. On a sondé plusieurs entreprises par rapport à ces annonces récentes. On comprend que l'impact pour le moment, pour plusieurs entreprises, est quand même assez limité. Mais certaines entreprises nous ont mentionné que pour le moment, ce n'était pas encore clair pour eux là, si elle allait avoir un impact ou pas. Si vous pensez là, que ces mesures-là vont avoir un impact important ou un impact quelconque sur votre entreprise, je vous invite à communiquer avec moi. Là, on souhaite avoir un bon portrait là, de ce qui va arriver. Donc, c'est ça. Ce que je voulais mentionner, c'est que le contexte économique aux États-Unis, c'est sûr que ça va affecter les investissements privés, la localisation des capacités de production et potentiellement les prix des produits. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on suit de très proche et qu'on souhaite, dans la mesure du possible, pouvoir adresser dans la stratégie aussi lorsque possible. Ce contexte-là aussi nous emmène certaines opportunités. On a, dans la stratégie précédente, lancé une initiative, un projet mobilisateur pour développer la filiale des thérapies aériennes. C'est sûr que dans le contexte, on a réussi à attirer des entreprises ici, donc des belles occasions là, d'attraction d'investissement aussi. Malgré les défis. Puis, étant donné aussi là, que des fois, les financements là, au niveau de la recherche et développement sur certaines technologies est plus difficile, aux États-Unis, on voit que les entreprises aussi là, ont un intérêt à se délocaliser dans d'autres juridictions. Donc, aussi des opportunités qu'on doit saisir et aussi des opportunités au niveau d'attraction des talents là, que je parlerai un peu plus tard.
Donc, au niveau de la stratégie, on a 4 grands objectifs, comme mentionnait le Benoît, le soutenir la croissance et le maintien des entreprises en sciences de la vie, stimuler l'innovation industrielle grâce à l'expertise québécoise, l'expertise publique, entre autres, renforcer aussi les capacités de production. Bien évidemment, dans le contexte actuel, on se doit d'être proactif pour essayer de sécuriser la production de certains aussi médicaments qui peuvent être critiques ou autres. On travaille beaucoup avec le gouvernement fédéral à cet effet. Puis, on souhaite faciliter l'accès au marché local, puis aussi faciliter la diversification des marchés qui devient essentiel aussi. Donc, on peut compter sur des investissements de 270 millions de dollars. Puis, qu'est-ce que ça comprend, plus de 270 millions? Bien, ça comprend un 220 millions qui est dédié directement à l'investissement dans les entreprises. Donc, à travers, entre autres, le fonds Impulsion, dans des initiatives de capital d'investissement, puis aussi là, au niveau, un 125 millions au niveau d'IQ Fonds propres. Donc, un 45 millions pour le fonds Impulsion, un 50 millions en capital d'investissement et un 125 millions d'IQ fonds propres. Là. Donc, ça, c'est de l'argent qui va aller directement aux entreprises pour leurs projets. Puis la balance, là, les 50 millions, mais c'est pour les autres mesures de soutien au secteur, entre autres le soutien aux incubateurs accélérateurs, recherche collaborative, recherche clinique, développement de filières d'avenir, les différentes mesures là, que vous allez voir dans la présentation. On a pour objectif là, justement de renforcer la chaîne de financement en sciences de la vie pour permettre la croissance de ces entreprises-là jusqu'à maturité. Là, c'est bien important. On met l'emphase là, sur aussi avoir la croissance des entreprises, mais les maintenir au Québec. Là, on a vu de la délocalisation de certaines entreprises ou de l'acquisition. Donc, c'est sûr que dans nos objectifs, il y a le maintien là, de ces entreprises-là dans leur croissance. Favoriser le développement de l'innovation industrielle, assurer le développement justement d'entrepreneurs d'envergure qui va nous permettre d'emmener ces entreprises-là à une autre étape, stimuler l'innovation et la production locale, puis d'ouvrir là, pour de nouveaux marchés pour nos entreprises. On a 4 grandes cibles pour la stratégie. On souhaite attirer au moins 500 millions d'investissements pour consolider ou augmenter les capacités de production, notamment dans les thérapies personnalisées et les médicaments essentiels à la biosécurité. Donc, ces investissements-là, c'est sûr que précédemment, on avait une cible de 4 milliards, mais qui comprenait plus largement d'autres investissements privés. Là, on s'est vraiment concentré sur des investissements qui sont au niveau là, de la production. On souhaite aussi la création d'une société d'ancrage. On s'est fait aussi là, beaucoup rapporter dans les consultations le fait justement que quand les entreprises arrivent à un certain stade de maturité, bien, ils peuvent être acquises par des sociétés étrangères et tout ça. Donc, il y a un besoin là, d'avoir des entreprises qui sont d'une certaine taille au Québec et d'être capables de favoriser là, leur maturité pour atteindre ces tailles-là. On souhaite aussi consolider, développer des nouvelles filières industrielles. Bon, on a débuté avec justement la filière d'ARN. On souhaite poursuivre cette lancée-là avec, entre autres, la filière ARN, mais voir aussi les possibilités de se positionner dans d'autres filières industrielles. Et évidemment, accélérer l'intégration des thérapies innovantes. Il y a déjà des annonces qui ont été faites dans le cadre de la stratégie précédemment, entre autres pour les innovations médicamenteuses. Donc, pour débuter, je vais passer quelques mesures là, de l'axe 1 qui est soutenir la croissance et le maintien des entreprises au Québec. Pour les premières mesures, on est beaucoup, là, comme je mentionnais, dans le financement d'entreprises. Il y a un 45 millions là, du fonds Impulsion qui comprend une enveloppe de 200 millions qui est réservé pour le secteur des sciences de la vie. C'est un fonds qui est géré par Investissement Québec, qui permet là, de soutenir des ronds d'investissement en amorçage et pré-amorçage. C'est dans les consultations là, un besoin qui a été largement partagé, les besoins là, de capitaux à ce niveau-là là, pour les entreprises. Le fonds Impulsion fonctionne avec un réseau de partenaires. J'ai mis le lien là, du site là, sur Investissement Québec. Là. Donc, vous allez pouvoir avoir la liste des partenaires qui peuvent recommander des projets aux équipes d'Investissement Québec.
Si vous n'avez pas, de partenaire comme le CQDM ou autre, vous pouvez directement contacter Investissement Québec pour présenter votre projet. Donc, ça, c'est une possibilité sur le site. Vous pouvez prendre des rendez-vous pour présenter votre projet là, si vous croyez que le fonds Impulsion pourrait être intéressant pour vous. C'est des montants qui peuvent être disponibles là, de 250 000 à 2 millions, qui sont dans le fond, dans la même forme là, que la ronde de financement là, de votre investisseur. Donc, c'est sûr qu'il faut que vous ayez un investisseur lead qui est déjà là, présent au montage, puis le fonds peut suivre là, dans les différentes formes comme en équité, entre autres. Les réinvestissements sont aussi possibles, puis il n'y a pas de balise en termes de montant au niveau des réinvestissements. Donc, ça, c'est quand même une nouveauté par rapport au programme Impulsion qui existait précédemment. Donc, je vous invite, si c'est intéressant pour vous, là, de communiquer à la liste des partenaires si vous avez déjà des liens avec eux ou avec Investissement Québec directement. Par la suite, on a un appui à des initiatives stratégiques en capital d'investissement. C'est des investissements de plus là, de 50 millions là, qui pourraient être déployés. C'est, dans le fond, là, c'est un soutien des initiatives stratégiques en capital d'investissement, donc des fonds qui sont à la recherche là, d'un investissement du gouvernement. Il y a déjà des investissements importants qui ont été faits, entre autres là, dans CEIDO, pour en nommer juste un. Là. Donc, le gouvernement investit déjà dans des fonds de capitaux de risque. Donc là, on a une enveloppe dédiée là, pour poursuivre ces investissements-là. Puis c'est sûr que l'avantage, c'est qu'on s'appuie là, sur l'expertise d'équipes spécialisées pour effectuer ces investissements-là et ça fournit du capital supplémentaire pour les entreprises québécoises. Par la suite, on a aussi là, un IQ Fonds propres qui s'est développé dans les dernières années, une équipe spécialisée en investissement. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas nécessairement dans l'amorçage, pré-amorçage. Donc, il y a le fonds Impulsion, mais après, pour des investissements qui sont plus importants dans des entreprises qui ont une maturité un peu plus loin, là, un peu plus loin que l'amorçage, peuvent contacter là, justement les équipes d'IQ Fonds propres. Puis c'est 125 millions là, que ces équipes-là prévoient déployer dans les 3 prochaines années. Donc ça, c'est des capitaux supplémentaires qui sont disponibles et qui font vraiment une différence. Là. Dans les dernières années, plusieurs investissements importants ont été faits par cette équipe-là. Donc, c'est ça, c'est vraiment un bel ajout pour le gouvernement du Québec. Par la suite, on a le souhait là, d'avoir l'émergence de nouveaux entrepreneurs et de les accompagner pour qu'ils deviennent des dirigeants d'envergure. On a, à travers là, cette stratégie-là, des financements pour soutenir le fonctionnement des incubateurs accélérateurs. Il y a récemment un appel à projet là, qui a été lancé. Donc, les projets soutenus devraient être annoncés sous peu. Il y a aussi, pour les entreprises qui sont accompagnées à travers des incubateurs accélérateurs, la possibilité d'obtenir des services supplémentaires, des expertises. Donc, ça, on offre des financements aux incubateurs accélérateurs pour qu'ils puissent par la suite là, offrir certaines expertises aux entreprises qui sont plus spécialisées. Donc, ça, c'est des financements aussi là, qui sont disponibles. Puis, on tente aussi là, de voir là, les besoins en termes de formation avancée puis de mentorat. Ce n'est pas encore une mesure qui est lancée, mais qui va l'être là, dans les prochains mois. Là, donc, de voir l'environnement en ce moment là, au niveau des formations avancées de mentorat, mais s'assurer que pour les entrepreneurs qui sont déjà chevronnés, comment les accompagner pour passer à une autre étape. Puis tout ça s'inscrit là, dans la volonté là, d'avoir des sociétés qui ont une croissance et une maturation importante. Donc, je voudrais juste finir par aussi qu'on souhaite aussi avoir des actions au niveau de l'attraction des talents, pas en termes de nouveaux programmes et autres, mais plus en termes de promotion là, de l'écosystème, mais aussi la promotion des programmes qui sont déjà disponibles au ministère de l'Immigration pour justement là, permettre à ces entrepreneurs ou dirigeants-là d'avoir une connaissance là, des opportunités au Québec et qu'on puisse en recruter certains.
Je vais passer au deuxième objectif, là, qui est stimuler l'innovation industrielle grâce à l'expertise québécoise. On a plusieurs mesures qui sont mises en œuvre à travers cet objectif-là. Le premier, c'est de s'assurer là, qu'on soutient des filières d'avenir, puis qu'on se positionne là, bien au Québec pour développer le secteur. Donc, je mentionnais précédemment les thérapies ARN, mais il y a un souhait là, de poursuivre dans le soutien au développement là, de cette filière-là. Il y a eu, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous là, qui sont déjà au courant, mais j'aimerais faire un petit rappel. Là, on a eu un exercice important là, de co-création avec plusieurs acteurs là, du secteur pour déployer là, une initiative structurante dans les thérapies ARN. Le CQDM est porteur là, de cette initiative-là, du projet mobilisateur ARENA. Puis, dans le fond, là, c'est ça vise à développer cette nouvelle filière industrielle. Puis, on voit déjà là, des retombées de ce projet-là, malgré que c'est somme toute quand même assez récent, mais déjà, on voit là, que ça donne des beaux résultats. Puis, on est très, très fiers de ce projet-là parce que ça regroupe plusieurs acteurs, puis ça repose sur une mobilisation qui est très, très importante, là. Donc, c'est sûr que c'est positif. Par la suite, au niveau là, des projets d'innovation collaboratifs, il y a des budgets qui sont disponibles pour soutenir ces projets-là à travers le CQDM et MedTech. Je vous inviterai là, à aller voir là, sur les sites Internet respectifs. Là, on voit des appels à projets qui sont soit en cours ou à venir là, pour soutenir vos projets. J'avais dans une question qui est transmise, qui était quand même très spécifique, mais je vais l'adresser. Y a-t-il un appel à projet dans le cadre du programme de soutien aux organisations de recherche et d'innovation, le volet 2 en 2027? Le PSO, on l'appelle PSO V2, ben c'est des appels à projets qui sont faits au ministère. En ce moment, il n'y en a pas, mais vous pouvez vous abonner à l'infolette du MEIE là, pour voir les prochains appels à projets qui vont être lancés. Donc, ces appels à projets-là ne sont pas nécessairement dans la stratégie québécoise des sciences de la vie. Les montants qui sont dans la stratégie sont des appels à projets qui sont faits par les regroupements sectoriels de recherche industrielle, CQDM puis MedTech. Au niveau de la recherche clinique, c'est sûr que le ministère souhaite poursuivre les travaux pour soutenir la recherche clinique dans les établissements de santé. Puis ça représente des investissements privés qui sont très, très importants. On a l'organisme Catalyst qui a justement pour mission d'optimiser l'environnement provincial de recherche clinique. Puis on voit à travers les différentes années que ça a donné des retombées qui sont importantes. Ce travail-là, entre autres, j'aimerais donner quelques retombées de l'action de Catalyst. Ils ont mis en place un service d'évaluation accéléré. Puis, ça a permis, là, entre 2020 et 2024, de diminuer les temps d'autorisation pour les essais cliniques, passant de 31,5 semaines à 10,9 semaines, soit une réduction de près de 75 des temps là, de démarrage. Puis, ils sont en train de travailler pour réduire là, ce temps-là à 8 semaines. Donc, c'est très positif. Donc, on souhaite dans la stratégie précédente, dans la stratégie actuelle, poursuivre là, cet accompagnement-là. Par la suite, on souhaite aussi poursuivre les efforts de coordination et d'accès aux expertises publiques pour appuyer la recherche et l'innovation industrielle, entre autres là, dans le réseau de la santé. On a mis en place précédemment le réseau d'évaluation et d'innovation en santé. Ça consiste, dans le fond, à un réseau de 6 établissements du réseau de la santé qui ont des équipes d'évaluation. On a récemment annoncé le renouvellement du financement pour la coordination du réseau qui est effectué par MedTech, donc qui est une porte d'entrée qui vous permet, si vous avez besoin au niveau du développement de vos technologies, de venir les tester dans le réseau pour justement obtenir des données probantes qui vous permettront soit d'ajuster votre technologie ou ultimement peut-être d'utiliser ces données-là dans un but de commercialisation aussi. Donc, des équipes qui
qui ont, au fil des années, développé une belle expertise qu'on a mis à profit récemment dans le programme Avisé, qui était un soutien aux entreprises pour justement tester leurs innovations puis les évaluer à travers le RIS et à travers aussi le réseau des hubs du ministère de la Santé. Donc, deux structures qui permettent de tester des innovations aussi. Par la suite, j'aimerais aussi de dire un petit mot au niveau de l'accès au renseignement de santé, qui est vraiment une des priorités pour le ministère et pour le secteur aussi. Là, on entend aussi, là, on a entendu beaucoup dans les consultations l'importance pour le développement des technologies, des innovations, d'avoir accès au renseignement de santé. On voit aussi plusieurs juridictions qui se positionnent pour donner un accès facilité. Donc, beaucoup de compétition de certains pays par rapport à cet accès-là. Donc, on se doit d'être, pour être compétitif, d'avoir des actions de ce côté-là. J'aimerais rappeler que le ministère de l'Économie, depuis le lancement de la première stratégie, a investi plus de 30 millions dans l'accès aux données. Et ça, c'est sans compter aussi les sommes de la SQRI, donc des sommes importantes. Puis, l'objectif de cette mesure-là, c'est de répondre aux besoins de la recherche publique et privée et aussi, avec l'arrivée de Santé Québec, de faciliter le déploiement de la vision du ministère de la Santé et de Santé Québec par rapport à l'accès aux données, mais en maintenant les capacités en ce moment qui sont déjà présentes, mais s'assurer que la vision de Santé Québec et du M3S est aussi prise en considération pour ces financements-là. Donc, j'avais une question qui avait été envoyée. Comment soutenez-vous concrètement les initiatives en recherche et innovation des établissements de Santé Québec? Bien, je pense qu'à travers justement l'axe 2, on voit qu'il y a plusieurs actions que la stratégie fait pour justement soutenir les établissements, entre autres au niveau de l'accès aux données, qu'il y a des financements qui sont faits, au niveau du financement des équipes du RIS, de la coordination du programme Avisé. Et aussi en recherche clinique. Donc, il y a plusieurs actions qu'on fait directement auprès des établissements. Puis ça, c'est sans compter aussi la SQRI qui finance aussi des fois même de l'infrastructure dans les établissements de santé. Donc, je passerai à la troisième objectif qui est renforcer la production locale. On prévoit du soutien aux projets d'investissement, entre autres par le programme ESSOR, qui permet de soutenir des projets qui visent à augmenter la production et la productivité des entreprises. Le programme ESSOR est géré par Investissement Québec à titre de mandataire. Puis, il s'adresse aux entreprises qui, justement, souhaitent accélérer la concrétisation d'un projet d'investissement, augmenter leur productivité, faire une transition technologique ou aussi faire de l'acquisition de nouvelles technologies. Donc, ça, c'est des enveloppes qui sont importantes, qui sont dédiées pour le secteur. Puis, dans les années passées, il y a des investissements importants qui ont été faits, puis des projets aussi porteurs de production locale qui ont pu voir le jour grâce au soutien gouvernemental. J'aimerais mentionner aussi que récemment, on a toujours bien travaillé avec le gouvernement fédéral, mais d'autant plus avec ce qui se passe aux États-Unis, on a renforcé nos liens avec le gouvernement fédéral. Ils ont mis en place plusieurs tables de travail interprovinciales sur lesquelles on siège aussi. Il y a eu la création aussi de l'Agence Préparation aux crises sanitaires Canada, qui justement se veut soutenir le secteur. Donc, c'est important d'affiner nos actions. C'est important que le Québec se positionne pour attirer ces investissements-là importants qui sont annoncés ou à venir. Et aussi, on n'a pas directement dans la stratégie des mesures pour soutenir des projets au niveau de la défense, mais le gouvernement fédéral, c'est des investissements importants qui s'en viennent au niveau de la sécurité nationale, de la défense. Donc, on souhaite s'assurer que le secteur est bien positionné, puis qu'on puisse tirer profit de ces investissements-là à venir pour le secteur. Donc, c'est des actions qui sont très importantes de notre côté. On a aussi, j'ai inclus cette question-là dans cet axe-là, mais bon, ça pourrait toucher aussi d'autres axes. La question, c'est nous sommes intéressés à savoir quelle est la vision à long terme pour les crédits d'impôt, recherche et développement.
Mais c'est sûr que les crédits d'impôt, c'est le ministère des Finances là, qui a les mains sur le volant. On comprend que ceux-ci, en ce moment, recueillent les préoccupations ou les commentaires là, de différentes parties prenantes par rapport au crédit d'impôt là, pour la recherche et l'innovation. Donc, tu sais, je vous dirais, pour le moment, ils sont plus en mode là, de voir comment les changements qui ont été apportés, là, c'est quoi l'impact sur les différents secteurs. Bon, on va tomber à faciliter l'accès au marché local, national et international. On a au niveau là, des marchés nationaux et internationaux le souhait là, de poursuivre la promotion et la communication dans un environnement très compétitif, faire valoir nos bons coups, faire valoir nos forces, et c'est d'autant plus important. On avait débuté dans les précédentes stratégies de différentes initiatives au niveau de la promotion, donc on souhaite pouvoir poursuivre ces initiatives-là puis être présent, faire valoir, comme je disais, là, nos succès. On souhaite aussi participer à des événements internationaux. On connaît bien là, la mission Bio, mais dans un objectif là, de diversification des marchés. Il y a d'autres événements qui arrivent là, sur notre radar, qui sont extrêmement importants. Entre autres, Bio Europe, Investissement Québec a fait une première mission là, l'année passée avec des entreprises, vont renouveler cette année aussi. Donc, on souhaite là, pouvoir être présent puis bonifier là, la participation à ces événements-là qui sont importants, entre autres, là, que je mentionnais, pour la diversification des marchés. On a aussi des programmes qui sont destinés pour les entreprises exportatrices dans le contexte là, des tarifs et de la nécessité de diversifier les marchés. Donc, on a Panorama et il y a aussi Essor là, qui peuvent être mis à contribution pour vous soutenir dans cet objectif. Finalement, il y a plusieurs mesures qui sont mises en œuvre ou à mettre en œuvre pour le marché local. On souhaite mettre en place un forum de dialogue stratégique, donc qui mettrait en contact l'industrie avec les représentants des ministères pour discuter là, des enjeux, entre autres, là, de production locale, de médicaments novateurs aussi. Puis, c'est pour la production locale aussi, là, au niveau là, des médicaments génériques. Donc, on a ce souhait-là. Pour le moment, il n'est pas encore démarré, mais c'est une mesure là, de la stratégie qui va être mise en œuvre là, dans les prochaines semaines, mois. On a aussi deux annonces qui ont été faites dans le cadre de précédemment la stratégie au niveau pour accélérer l'accès aux médicaments innovants, entre autres en raccourcissant là, les délais au niveau là, de la négociation avec l'Agence pan-canadienne pharmaceutique, l'APP, et aussi là, au niveau là, des listes, de la publication des listes des médicaments qui passent de 9 à 12. Puis on a eu là, dans le cadre des questions justement là, qui touchent à ces deux mesures-là là, d'accélération de l'accès. Le budget 2026-2027, le gouvernement a annoncé 756 millions sur 5 ans pour soutenir l'accès aux médicaments, incluant 92 millions pour réaliser des engagements annoncés dans les SQSV visant à accélérer l'inscription. Effectivement, le rythme accéléré, pour soutenir ce rythme accéléré, évidemment, ça prend des financements et des budgets. Donc oui, effectivement, il y a une partie qui est reliée avec les annonces là, qui sont faites là, pour ces deux mesures-là. Et il y a aussi une volonté de poursuivre ces travaux-là pour encore là, davantage accélérer là, l'inscription des médicaments. Donc, il y a des actions qui ont été faites, mais il y a un souhait là, de poursuivre à ce niveau-là. Puis, il y a une autre question qui a été posée. J'aimerais connaître votre stratégie pour encourager les biotech et les entreprises pharmaceutiques à s'établir à nouveau au Québec. C'est sûr qu'au niveau des entreprises pharmaceutiques innovatrices, ce qu'on entend beaucoup, c'est les investissements sont reliés beaucoup à l'accès au marché. Donc, on tente d'adresser ces enjeux-là et dans le but, entre autres, d'attirer des investissements. Donc, ça, c'est un des moyens qu'on met en place là, pour s'assurer de pouvoir se démarquer. Au niveau des entreprises de biotech, c'est sûr que les entreprises qu'on a réussi à attirer là, récemment, c'est sûr que la disponibilité des capitaux, l'expertise en recherche, les talents étaient primordiales là, pour les attirer. Donc ça, c'est sûr qu'on travaille sur
ces différents pans-là pour pouvoir les attirer au Québec. Finalement, on a l'accroissement de la proportion des entreprises pharmaceutiques locales intégrant les chaînes d'approvisionnement. Il y a eu des travaux récemment là, pour le renouvellement là, de la stratégie des marchés publics. Donc, ça, c'est sûr qu'on travaille à cet effet-là pour s'assurer là, que l'approvisionnement local est bien considéré dans les différentes stratégies gouvernementales. Donc, je passerai la parole à mon collègue Yann du ministère de la Santé pour vous présenter là, deux autres mesures de la stratégie au niveau là, des technologies médicales innovantes, l'intégration, puis je vais lui passer la parole. Donc, je vais départager. Donc, merci à tous. Si vous avez des questions, après, il y a une période de questions-réponses qu'on pourra adresser d'autres de vos questions. Puis je vous invite à les indiquer tout de suite dans la boîte de questions-réponses. Merci, Vanessa. Yann? Merci, Benoît. Merci, Vanessa. Donc, je vais d'abord projeter. Ça ne devrait pas être bien long. Bon, bien, d'abord, je voudrais vous remercier d'être si nombreux avec nous ce matin. Là. Ça démontre vraiment la volonté de vous impliquer dans le domaine de l'innovation. Ma présentation va être quand même plus courte que celle de Vanessa. De mon côté, ça touche seulement deux petits bouts. Donc, la plus grande partie de la SQSV a déjà été couverte par Vanessa. Essentiellement, la SQSV elle vise à faire arriver plus vite les innovations québécoises là où le terrain en a réellement besoin. Puis comment le faire? Eh bien, ça, c'est en alignant les priorités en innovation du ministère sur la valeur créée pour les patients et les équipes. Pour commencer, je vais me concentrer sur ce qui touche plus directement la direction de l'innovation dans la SQSV, soit ce qui est en lien avec l'accès au marché local. Notre action se situe essentiellement autour de ces deux grands axes. Le premier, c'est l'intégration des technologies médicales innovantes québécoises dans le système de santé. Quand on parle d'intégration, on parle vraiment de faire évoluer nos façons de faire, soit de reconnaître davantage la valeur créée par ces innovations, notamment à travers une approche d'approvisionnement fondée sur la valeur, puis d'accompagner le changement de culture à l'échelle du réseau. Le deuxième axe, ça s'inscrit dans la continuité des efforts déjà en cours, notamment ceux portés par le Comité stratégique d'innovation, puis le réseau de répondants à l'innovation, CSI et RRI pour les plus familiers. L'objectif ici, c'est vraiment la mise à l'échelle. Comment on s'assure que des innovations québécoises qui fonctionnent déjà puissent être déployées plus largement pour avoir un impact réel dans le système de santé. Au final, ces deux axes poursuivent le même objectif, c'est de soutenir un système de santé plus humain, plus efficace et plus performant en s'appuyant sur les innovations d'ici. Avec la SQSV, on veut mieux comprendre les besoins du terrain pour clarifier les priorités en innovation, puis les aligner avec celles du ministère. L'objectif est simple, c'est d'intégrer, déployer, puis mettre à l'échelle les innovations québécoises qui améliorent concrètement les soins, l'expérience des équipes et l'efficacité du système. Si on prend un pas de recul, la raison pour laquelle on doit faire les choses autrement, c'est assez simple. Au Québec, on a un écosystème en innovation en santé qui est très fort. Il y a beaucoup de bonnes idées, beaucoup d'initiatives pertinentes, des gens engagés. Puis on le voit avec la présence d'autant de monde au webinaire ce matin. En parallèle, on entend beaucoup du terrain, là, et autant du terrain que des innovateurs, que le parcours n'est pas toujours facile à comprendre. Ça peut être complexe, fragmenté, puis parfois même frustrant. J'aspire donc à clarifier, simplifier, puis rendre le tout plus clair avec les différents collaborateurs, dont Bio-Québec, entre autres, là, que je remercie pour les efforts déployés qui ont permis de tenir ce webinaire aujourd'hui. Mais aussi, un des défis qu'on rencontre, c'est de réussir à mettre à l'échelle les innovations, de faire en sorte que ce qui fonctionne déjà quelque part puisse profiter plus largement aux patients, aux équipes et au réseau. C'est à partir de ces constats-là qu'on s'est dit qu'on devait ajuster nos façons de faire. On a donc changé de posture. Concrètement, ça veut dire de partir du terrain et pas de la technologie. Autrement dit, ce ne sont pas les solutions disponibles qui doivent dicter nos priorités, mais les besoins réels des patients, des équipes et du réseau. L'innovation dans ce contexte-là, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen. Un moyen pour répondre à des enjeux concrets vécus sur le terrain. Puis le critère central, au final, c'est l'impact réel. Est-ce que ça améliore les soins? Est-ce que ça soutient les équipes? Est-ce que ça rend le système plus efficace?
C'est dans cet esprit-là qu'on parle de la bonne innovation au bon endroit, au bon moment. Un autre élément important de changement de posture, c'est la question des priorités en innovation. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'initiatives pertinentes, mais que sans repère clair, on risque de disperser les efforts et de diluer l'impact. Clarifier les priorités pour nous, ce n'est pas restreindre l'innovation. C'est au contraire une façon d'accélérer ce qui est vraiment nécessaire pour le terrain. Concrètement, ça veut dire mieux aligner les besoins réels du terrain, les priorités ministérielles pour que tout le monde aille dans la même direction. Ça permet aussi de réduire la dispersion des initiatives puis de donner un repère plus clair aux innovateurs, autant à l'interne qu'à l'externe. L'objectif, au fond, c'est de créer de la cohérence pour faciliter l'adoption et le déploiement des innovations qui ont un impact réel. Un autre élément clé de la SQSV, c'est vraiment de mettre la valeur au cœur des décisions. Concrètement, ça veut dire de faire évoluer graduellement notre logique, soit de passer d'une approche une approche centrée principalement sur la valeur, sur le prix, à une approche qui reconnaît la valeur globale des innovations. Quand on parle de valeur, on parle autant des gains cliniques que des gains organisationnels, mais aussi l'impact humain pour les patients comme pour les équipes. Ça implique aussi d'adapter nos façons d'intégrer l'innovation. On ne peut pas toujours utiliser les mêmes réflexes ou les mêmes outils pour des solutions qui sont nouvelles ou transformatrices. Puis, évidemment, ça passe par le fait de tester, d'apprendre, puis de faire évoluer nos pratiques d'approvisionnement. L'idée, au fond, c'est simple. On n'achète pas juste un produit, on adopte une solution qui est réellement utile pour le réseau. La mise à l'échelle, c'est vraiment là que ça se crée l'impact. Aujourd'hui, le défi, c'est plus d'innover, mais de déployer ce qui fonctionne déjà localement pour que ça bénéficie à l'ensemble du réseau avec un focus clair sur les patients et les équipes. Un point important à préciser quand on parle de la SQSV, c'est qu'elle met concrètement en mouvement. L'objectif, ce n'est pas de repartir à zéro ou de créer une rupture brutale. Là. Au contraire, on cherche à créer davantage de cohérence et de continuité dans ce qui existe déjà. Ça passe d'abord par un meilleur arrimage entre les différents acteurs gouvernementaux pour que les priorités et les actions soient plus cohérentes les unes avec les autres. Des acteurs, vous le savez, il y en a vraiment plusieurs, mais nommons déjà le ministère de la Santé, le MIE, Santé Québec, et avec qui d'ailleurs je parle sur base presque quotidienne et dont la collaboration est très fluide. Merci à Éric Paradis d'ailleurs qui est avec nous ce matin. Ça passe aussi par la mobilisation des leviers existants. L'idée, ce n'est pas de multiplier les nouvelles initiatives, mais de mieux les utiliser, mieux connecter et mieux orienter ce qui existe déjà, comme les équipes terrain avec des experts en innovation, que ce soit dans le réseau, le RRI, les hubs d'innovation, Vanessa en parlait plus tôt, les RIS également, que ce soit dans les universités ou tous les autres acteurs qui sont présents avec nous aujourd'hui. Finalement, on parle d'une évolution progressive. On va avancer par étapes en s'appuyant sur les apprentissages, les essais, ce qui fonctionne, plutôt que par changement abrupt, ce qui risque de déstabiliser le réseau. Cette approche-là, c'est cette approche-là plutôt qui va permettre d'ancrer l'innovation durablement dans le système de santé. Si je devais résumer le message clé de la SQSV du point de vue de la direction de l'innovation, ça tient en quelques idées simples. D'abord, c'est de partir du besoin réel du terrain. C'est là que se trouvent les enjeux concrets, donc les meilleures occasions d'innover de façon utile. Ensuite, c'est d'aligner les priorités en innovation, pas pour restreindre, mais pour concentrer les efforts là où ils peuvent créer le plus de valeur. Puis enfin, c'est de déployer à l'échelle les innovations québécoises qui ont un impact réel pour permettre qu'elles puissent bénéficier aux patients, aux équipes et à l'ensemble du réseau. L'objectif, au fond, c'est une innovation qui est utile, adoptée, puis qui est bien alignée avec les priorités du système de santé. C'est exactement là que la SQSV cherche à... Excusez-moi, ce que la SQSV cherche à soutenir plutôt. Ça fait donc le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur l'approche portée par la SQSV. Je vous remercie pour votre écoute, votre intérêt. Les échanges avec l'écosystème sont essentiels pour nous. Ça nous permet de bien comprendre les besoins du terrain, puis d'ajuster nos façons de faire. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées à partager,
N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Les coordonnées sont à l'écran. On va être heureux de pouvoir poursuivre la discussion avec vous. Merci encore. On va donc pouvoir passer à la période des questions. Merci beaucoup, Yann. Merci encore, Vanessa. Janine, je te laisse le loisir d'animer cette période de questions. On en a eu plusieurs dans la boîte de questions-réponses. Je te laisse faire le nécessaire. Oui, merci Benoît. Donc, on a déjà plusieurs questions qui ont été posées. Je veux juste rappeler que c'est toujours possible d'en poser dans le Q&A. Les questions qu'on n'aura pas le temps d'y répondre, on va les noter et répondre par écrit dans la mesure du possible. Je vais commencer par la première question qui a été posée. C'est par rapport aux axes, aux différentes priorités de la stratégie. Donc, la question, c'est pourquoi il y a un accent qui est mis ou une importance marquée pour la production locale des médicaments par rapport à d'autres aspects comme l'attraction d'investissement en recherche clinique qui peut aussi offrir des retombées économiques et sociales à plus forte valeur ajoutée. Et donc là, dans la question aussi des exemples que vous pouvez voir dans le chat, comme l'accès anticipé aux innovations thérapeutiques gratuitement, le renforcement des capacités des centres hospitaliers et des professionnels de la santé, ainsi que la création d'emplois qualifiés à haute valeur ajoutée. Donc, voilà. Donc, c'est une question surtout sur la priorité accordée ou l'importance accordée à la fabrication locale. Parfait. Écoute, c'est ça, je regarde les questions. Bonjour Guillaume, je pense que c'est c'est lui qui a posé la question, mais écoute, c'est pas mutuellement exclusif, dans le sens que les actions qu'on fait pour la recherche clinique sont importantes. C'est des financements qui sont importants octroyés aussi. Donc, on voit énormément la valeur ajoutée de ces investissements privés-là, effectivement. Donc, c'est sûr qu'on souhaite mettre un focus sur la production locale dans le contexte actuel. Mais ce n'est pas au détriment des efforts qu'on fait là, au niveau là, de la recherche clinique qui sont importants là, depuis 2017. Donc, c'est sûr que on a une personne dans l'équipe qui travaille pas à temps plein, là, mais presque sur tout ce qui touche là, la recherche clinique. Là. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement important pour nous, puis on voit la valeur ajoutée là, pour l'accès accéléré aux innovations et des investissements importants aussi. Là, on sait que plusieurs entreprises pharmaceutiques là, qui ont des investissements importants au Québec là, et plusieurs sites là, pour leurs études cliniques. Là. Donc, c'est sûr, ouais, c'est important. Parfait. Merci beaucoup, Vanessa. La deuxième question porte sur le programme Primo Adoptant et s'il est reconduit. Oui, ben écoute, ça, je vais vous revenir. C'est pas un programme qui est lié à la stratégie québécoise des sciences de la vie, mais qui est au ministère. Là. Donc, c'est ça, j'ai écrit à mon collègue. Si je réussis à obtenir la réponse avant la fin du webinaire, là, je vais la partager. Sinon, on pourra la partager ultérieurement. OK, très bien. Sinon, on a également une question plus sur la question de l'empreinte environnementale des médicaments et dispositifs médicaux au niveau de R&D. Donc, est-ce que les meilleures pratiques, formations, etc., pour en faire partie des projets d'innovation collaborative? Donc, le focus sur l'environnement. Est-ce que ça peut faire partie des projets d'innovation collaborative? Écoute, je voudrais pas répondre pour nos partenaires, là, mais tu sais, je vous invite à poser la question au CQDM ou à MedTech qui portent là, ces appels à projets-là, donc pour que vous puissiez avoir une réponse, ou sinon, peut-être aussi pour orienter certains types prochains appels à projets qui pourraient être pertinents là, dans le contexte. OK, très bien. Il y a aussi une question plus pour l'international, la collaboration internationale qui est quand même très importante dans notre secteur. Donc, est-ce qu'il y a des implications de cette nouvelle stratégie pour la collaboration internationale? Est-ce que tu peux reposer la question, Janine? Je m'excuse, je n'ai peut-être pas saisi correctement. Oui, si, en fait, la question, c'est quelles sont les implications de la nouvelle stratégie pour la collaboration internationale? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui travaille en délégation du Québec à l'étranger et juste pour savoir s'il y a quelque chose qui se fait là dans le cadre de la stratégie pour la collaboration internationale.
Mais c'est sûr qu'on travaille beaucoup là, avec Investissement Québec, là, les équipes Investissement Québec international au niveau de l'attraction d'investissements étrangers. On a justement là, des présentations à venir là, de la stratégie pour mieux faire connaître là, les actions du Québec pour que les délégations soient outillées. Euh, donc, c'est sûr qu'on travaille fort là, au niveau là, de l'attraction d'investissement. Au niveau de la collaboration, par contre, il y a des actions qui passent aussi par le FRQ, mais directement dans la stratégie, c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement de financement qui sont dédiés pour des projets de collaboration internationale, par contre. OK, merci beaucoup. On a aussi une autre question qui est plus axée sur les entreprises médicales locales. Donc là, il y a dans la stratégie, on voit le terme des entreprises pharmaceutiques locales qui est utilisé. La question est, est-ce que la stratégie prévoit la même approche et les mêmes efforts pour les entreprises médicales locales? Donc, par exemple, la fabrication et distribution d'instruments médicaux critiques. Donc, est-ce qu'il y a également un focus sur les entreprises locales pour le secteur plus medtech? OK, bien ça, peut-être, je passerai peut-être la question à mon collègue Yann au niveau là, de l'approvisionnement innovant fondé sur la valeur. Donc, c'est sûr que je pense qu'il l'a déjà abordé là, dans sa présentation. Donc, c'est une préoccupation qui n'est pas seulement pour le médicament, mais aussi pour les technologies médicales, là. Je ne sais pas si Yann, tu voulais en rajouter. Ben, peut-être la répéter, j'essaie de lire les autres pour préparer à répondre, là. Oui, c'est bon. En fait, dans la stratégie, elle Mhm. aborde l'accroissement de la proportion des entreprises pharmaceutiques locales dans les chaînes d'approvisionnement. Et la question, c'est est-ce que ces efforts-là de mettre l'emphase sur les entreprises locales, est-ce que la stratégie prévoit-elle la même approche et les mêmes efforts pour les entreprises médicales locales, donc plus le medtech, comme la fabrication et distribution d'instruments médicaux critiques? Ben, nous, de notre côté, je ne vois pas nécessairement le lien, là. Tu sais, en termes d'approche d'approvisionnement fondée sur la valeur, c'est pas nécessairement directement lié. Et là, je comprends, puis je connais pas le bout là, de Vanessa pour les pharma. Est-ce que la prémisse, c'est qu'il y a de l'argent davantage pour eux ou il y a une approche, quelque chose? Je ne le sais pas. Je ne sais pas si Vanessa, tu peux peut-être pousser ce bout-là. Mais tout ce qui est pharma, de mon côté, on n'y touche pas. Puis pour ce qui est des médicaments, nous, c'est vraiment, on a un comité, autant avec le CAG que le SCT. Puis là, vous me direz si ça répond à la question, là. Euh, dans le but de déterminer quelles sont les bonnes façons de faire, les bonnes pratiques dans un approvisionnement fondé sur la valeur pour permettre d'optimiser, accélérer puis faciliter l'utilisation de ces approches-là dans le réseau de la santé pour tout ce qui est MedTech. Comme ça va favoriser tout ce qui est innovation pour rentrer plus facilement au niveau du réseau. Oui, je pense que la question porte sur est-ce qu'il y aura un avantage pour accéder au marché, disons, pour les entreprises locales, les entreprises québécoises, dans un souci de soutien, disons, aux entreprises d'ici. Le Je pense que comité en ça sera un question, avantage. Mhm. oui, ben, le comité en question va se pencher sur la question. C'est vraiment les experts en approvisionnement qui sont sur le comité qui vont pouvoir émettre des recommandations. Et basé sur ça, c'est certain que c'est dans la volonté. Tu sais, on le voit bien, tout ce qui est nommé pour les entreprises québécoises. C'est clairement nommé dans la SQSV. Donc, je m'attends à ce que oui, mais je ne peux pas m'engager là aujourd'hui avec Mhm. vous pour ce point-là. Très bien. Euh, on a aussi une autre question sur le processus d'appel d'offres qui est comment le forum de dialogue stratégique s'intègre dans le processus d'appel d'offres. OK, mais ça, je vais la prendre. Il n'y a pas nécessairement de lien. L'objectif du forum, c'est d'avoir une discussion sur les défis et d'avoir des recommandations qui permettra de mettre en œuvre des actions qui pourraient être, oui, justement, sur l'approvisionnement, sur la production locale, mais c'est ça, c'est dans un deuxième temps. Donc, le forum en tant que tel se veut un forum qui nous permettra de dégager là, des solutions et d'avoir des discussions plus poussées que ce qu'on a eu là, justement dans les consultations. Donc, on a entendu les défis, mais il y a des défis qui sont quand même qui demandent
la coordination de plusieurs ministères là, pour les adresser, donc qui sont un peu plus complexes. OK. Merci beaucoup. Donc là, on change un peu de sujet et ça porte sur le soutien apporté aux incubateurs et accélérateurs dans le cadre de la stratégie. Donc, je pense qu'on y a touché un peu, mais donc la question c'est, pouvez-vous développer un peu plus sur le soutien apporté aux incubateurs et accélérateurs? Oui. Juste une petite minute, je m'excuse. On a peut-être quelqu'un qui utilise un logiciel d'intelligence artificielle. Fait que je ne sais pas si vous pouvez, les participants, là, l'envoyer, le déprogrammer. Ou je ne sais pas, Noémie, je pense que tu étais capable aussi de le déprogrammer. Si on peut le déprogrammer avant de poursuivre, là, ce serait bien apprécié. Oui, je m'en Je- occupe à l'instant. Merci. Fait que je ne sais pas si Shannon, tu peux reposer la question. Désolée, j'ai été. Oui, pas de problème. En fait, c'est par rapport au soutien que la stratégie apporte aux incubateurs et accélérateurs. Oui. Si tu peux en dire un peu plus. Oui, mais dans le fond, la stratégie, on a des financements pour le fonctionnement des incubateurs accélérateurs là, en sciences de la vie et aussi dans le fond, du financement qui leur est octroyé pour qu'ils puissent bonifier certains de leurs services aux entreprises. Donc, quand je parlais de services spécialisés, là, ça peut être autant au niveau là, d'un plan de recherche clinique, un plan au niveau du financement et tout ça, une expertise qui serait très pointue et spécifique à l'entreprise, qui n'est pas nécessairement disponible tout le temps là, au sein des services là, que l'incubateur accélérateur a. Par contre, c'est sûr qu'il faut que l'entreprise fasse partie là, de l'incubateur accélérateur. Donc, c'est sûr qu'elle ne peut pas nécessairement cogner à la porte juste pour aller chercher ce financement-là d'un expert, mais il faut que ça s'intègre dans un suivi de l'entreprise, puis bon, l'incubateur accélérateur identifie là, que ce besoin-là doit être comblé à l'externe et que ça demande, bon, justement, là, un consultant externe, puis des sommes là, qui sont spécifiques là, pour ce service-là. Ok, merci beaucoup. C'est un peu dans la même idée. Donc, outre les incubateurs, quels sont les canaux pour avoir accès au programme de services conseil ou formation ou mentorat pour soutenir les entrepreneurs? Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis le lien vers les partenaires du programme ou du fonds Impulsion. Mais je ne sais pas si tu veux donner d'autres informations du soutien Ben, c'est sûr offert que, outre les entrepreneurs. ouais, c'est ça. C'est sûr que le fonds Impulsion fonctionne avec des recommandations de partenaires. Donc, ça, c'est bien là, d'avoir mis le lien qui permet d'avoir cette liste-là. Pour les services spécialisés, comme je mentionnais, c'est vraiment uniquement là, les incubateurs accélérateurs qui peuvent là, les fournir. Ben, ou en tout cas, faire la demande là, au niveau là, de ces expertises-là. Donc, il faut être accompagné là, pour en bénéficier. OK, merci beaucoup. Donc là, c'est plus une question par rapport à la relation aux barrières liées plus au fédéral, aux partenaires fédéraux. C'est une question qui s'adresse aux M3S. Donc, est-ce que le ministère de la Santé a un plan pour faire lever les barrières liées au financement provenant des partenaires fédéraux? Par exemple, les longs délais d'approbation des ententes. Donc, je ne sais pas si Yann, tu seras en mesure de répondre à cette question. Oui, merci Valérie. En fait, on m'a Valérie, c'est elle qui a écrit, là, pas Oui. Janine, là, je ne me trompais pas de prénom. Non. En fait, c'est une situation qui m'avait été rapportée donc par d'autres personnes également. On a commencé à regarder la situation, puis je comprends qu'il y a des modalités administratives actuellement qui ne permettent pas nécessairement ça. Il y aurait des voies de contournement qui m'ont été apportés par des collègues là, justement d'organismes fédéraux et on les explore. Donc, s'il y a une possibilité de le faire dans le respect des contrôles qui doivent être faits, assurément, c'est ce qu'on vise là, pour faciliter puis accélérer l'accès aux capitaux. Là. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, on a déjà parlé de l'innovation québécoise et la place accordée dans la stratégie. Donc, je vais juste voir avec vous si vous avez des éléments supplémentaires, parce que la question porte sur les démarches concrètes qui seront mises en place pour encourager l'adoption des innovations québécoises par le réseau de la santé. Donc là, c'est une référence aussi au cas du DSN qui est très médiatisé en ce moment. Mais donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des démarches pour encourager l'adoption des innovations québécoises?
Mais assurément, de mon côté, il y a des travaux qui sont faits auprès de Santé Québec. Donc, tout le volet approvisionnement pour l'opérationnalisation, ça va être de leur côté. Mon lien privilégié actuellement, c'est avec Éric Paradis pour son poste qui est mon homologue chez Santé Québec. Mais on va rencontrer des gens en approvisionnement. D'ailleurs, c'est prévu déjà cette semaine. Il y a des travaux autres qui vont se poursuivre avec le comité en approvisionnement innovant dont je vous parlais et l'ensemble d'une gouvernance qui va être renouvelée, bonifiée avec l'implication de Santé Québec. Donc, tout ça va être pris en compte, mais plus l'aspect opérationnel, concret, va probablement être pris en compte là, par Santé Québec avec la VP approvisionnement logistique. Et là, l'acronyme m'échappe, mais VPALI pour ceux qui le connaissent bien. OK, merci beaucoup. On change de sujet. On touche au sujet de la défense il y a beaucoup d'investissements qui se font au fédéral avec la stratégie de la défense du Canada. Donc, il y a un investissement que Carney prévoit de 500 milliards d'ici 2034, pardon. Donc, la question se porte sur le rôle ou le positionnement du Québec là-dedans. Et j'imagine aussi en lien ici avec la biodéfense, l'autonomie sanitaire, toutes ces thématiques-là. Donc, quelle est la stratégie du Québec pour prendre une position forte et gagner la part du lion dans cet environnement? Oui, c'est une excellente question. C'est sûr qu'il y a des sommes, mais c'est ça qui ont déjà commencé à percoler à travers différents organismes. On a vu récemment le CNRC annoncer là, un programme pour justement là, des projets collaboratifs, plus de 20 millions là, qui sont disponibles pour justement là, des projets de technologie à double usage dans des secteurs spécifiques, là. Donc, ça, c'est sûr qu'on se doit là, d'être au courant là, de ces initiatives-là, de positionner nos entreprises. J'ai eu la chance justement de l'événement du CNRC là, de participer au panel pour faire valoir là, ce qui se passe au Québec, entre autres. Donc, on doit avoir des conversations qui sont de proximité avec nos homologues fédéraux, là, mais des différents organismes, parce que ça peut être autant le CNRC que, comme je mentionnais tantôt, la préparation aux pandémies qui ont annoncé un fonds des sciences de la vie. Donc, c'est ça, il faut être présent. Puis aussi, dans le cadre de ces événements-là, on a vu, je pense que Bio-Québec y participait, donc aussi l'écosystème, nos associations aussi doivent être aussi là, proactives par rapport à ces opportunités-là. Donc, c'est sûr que nous, au niveau du gouvernement, on les relaie, on a des liens de proximité pour faire valoir ce qui se passe au Québec, pour s'assurer d'avoir des investissements qui atterrissent, mais l'écosystème aussi doit être mobilisé là, quand il y a des annonces et autres là, de financement qui sont disponibles là, pour être sûr que les entreprises appliquent et puissent en recevoir là, proportionnellement au secteur, entre autres. Là. C'est sûr que nous, au ministère de l'Économie, on est ma directrice générale, là, Vanessa Claveau, qui a le mandat là, de la défense. Donc, très, très active aussi là, sur différents secteurs, entre autres sciences de la vie, mais c'est ça, tout secteur confondu pour s'assurer que ces investissements-là, il y en a une bonne part là, qui va atterrir au Québec et beaucoup aussi là, de collaboration et avec Investissement Québec aussi là, qui travaille fort. Donc, on est plusieurs du gouvernement là, à s'assurer, mais c'est ça, il y a aussi l'écosystème et les associations qui doivent être proactifs quand on voit des opportunités de financement là, qui vont arriver dans les prochaines semaines, mois, ou qui sont déjà présentes. Parfait, merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. On va peut-être prendre une dernière question et après, Benoît va procéder au mot plus ou à la clôture. Et les autres questions, comme on avait mentionné déjà, on pourra y revenir par écrit. Donc, n'hésitez pas si vous en avez encore de les poser et comme ça nous permet après de répondre par écrit. Donc, la question était comment la stratégie envisage-t-elle la place des plateformes d'accompagnement à l'innovation technologique qui visent à accélérer le passage du concept à un produit commercialisable? Donc, c'est l'exemple, par exemple, ici, c'est les CCTT. Les CCTT, puis là, j'espère ne pas me tromper, là, mais sont financés à travers la SQRI. Donc, c'est sûr que les CCTT, on n'a pas nécessairement là, de financement direct
qui sont reliés. Donc, nos collègues du secteur innovation là, ont des financements spécifiques là, pour les soutenir. Donc, ce n'est pas inclus dans le cadre budgétaire là, de la SQSV. Par contre, si on parle de plateformes, des fois universitaires ou autres, ça peut arriver là, dans le cadre de nos initiatives. On l'a fait dans le cadre d'ARENA, justement pour la filière aérienne, de soutenir certaines plateformes pour bâtir le secteur et offrir des services qui n'étaient pas nécessairement disponibles. OK. Merci beaucoup pour vos réponses, Vanessa et Yann. C'est très apprécié. Donc, je passe la parole à Benoît pour la clôture du webinaire. Merci beaucoup, Janine. Merci à Vanessa et Yann et aux autres participants, bien sûr. En guise de conclusion, j'aurais moi-même une question, si vous permettez. En 2028, projetons-nous un peu dans l'avenir. On arrive à l'issue de cette mouture de la stratégie, dont la première était en 2017. C'est quoi qui va vous permettre de juger si les efforts ont porté fruit en 2028? C'est quoi les grandes lignes là, qui vont faire que vous allez être heureux des résultats qu'on va avoir obtenus avec la SQSV? Mais je pense que pour ma part, si on réussit à remplir les objectifs qu'on s'est fixés en termes de cibles, montant d'investissement, croissance des entreprises vers la maturité, puis tout ça, puis d'avoir un secteur fort qui s'est maintenu aussi à travers tout ce qui se passe, là, le contexte géopolitique est quand même intense là, et rempli de défis. Donc, c'est sûr que si on est capable d'avoir navigué à travers tout ça, puis d'avoir été capable là, de saisir les occasions que présente ce contexte-là, je pense qu'on va pouvoir être bien content. Yann, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, ben en fait, de mon côté, on a un petit bout de la SQSV, hein, donc l'ensemble et les cibles sont vraiment du côté du MEIE principalement, mais nous, ce qu'on peut voir, c'est le nombre d'innovations qui ont été implantées, l'impact réel avec des évaluations concrètes qui peuvent donner de la valeur, mais je garderai ça à ce niveau-là pour l'instant. Super. On va tous espérer que les efforts porteront fruit, puis vous pouvez compter sur la collaboration de l'industrie, que ce soit à travers l'Association Bio-Québec ou la GRAP comme Montréal Vivo ou les autres intervenants qui travaillent tous les jours à renforcer le dynamisme de notre secteur sciences de la vie au Québec qui est stratégique. Donc, merci beaucoup pour votre générosité en termes de temps et d'informations. Merci aux participants. Il y aura un suivi par courriel, peut-être même plusieurs courriels, parce que bon, il y a il y a les questions, les réponses aux questions qu'on va essayer de synthétiser puis de résumer. Donc, l'enregistrement sur la chaîne YouTube, puis aussi la présentation qui va être rendue disponible aux participants. Donc, je pense que ça met un terme à notre événement. Merci beaucoup de votre participation. Merci à nos collègues qui ont organisé ça avec brio. Merci Janine. Merci à tous. Merci Marika et son équipe, Noémie. Et merci Stéphanie aussi pour ta collaboration pour l'organisation et aussi ton équipe. Donc là-dessus, ben, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Puis on aura l'occasion de se recroiser en événement ou à travers nos communications d'association. Merci beaucoup. Merci, bye.